Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis donc Geneviève Saint-Hubert, je suis la locale de l'étape, on va dire, puisque je suis secrétaire générale de la Maison de l'Europe. Je vous présenterai dans un instant ce que c'est, puisque en tant que voisin, vous aurez peut-être besoin d'informations où vous pourrez adresser des personnes que vous connaissez chez nous quand vous saurez ce que nous faisons. Je suis également membre de... Je suis pas évaluatrice, mais je suis développeuse, comme on dit, dans le programme Erasmus+, pour l'information, c'est-à-dire que je peux également donner de l'information sans le montage de projet, qui est l'étape au-dessus, pour conseiller, donc, puisque Erasmus+, on ne le sait pas assez, ce n'est pas un programme pour les étudiants, même si ça l'était au début, c'est pour les apprentis, c'est pour les stagiaires, c'est pour les adultes, c'est tout au long de la vie, donc ça vaut le coup et il faut s'y intéresser si on a envie de coopérer avec d'autres pays et peut-être d'aller se former aussi dans notre pays. Voilà, après je vais présenter la Maison de l'Europe, mais tout de suite, nous sommes là pour parler des élections. Vous avez rappelé un enjeu majeur, un enjeu démocratique. Je rappelais le nombre, que je ne rappellerai pas, d'élections européennes que j'ai vécues, puisque j'ai co-créé la Maison de l'Europe il y a 38 ans, quand j'étais étudiante, donc vous faites le calcul. Et c'est vrai que je suis assez inquiète de voir, en termes de participation ou de non-participation, l'état des lieux à l'heure actuelle. Deuxièmement, tout ce que vous entendez un peu partout, c'est-à-dire ça a toujours été plus ou moins un débat national, on n'est pas sur des débats vraiment des enjeux européens, est-ce qu'on est pour un tel ou un tel en France, donc ça a toujours été, mais ça prend aussi des proportions. Et puis enfin, les nouveautés, c'est donc tout ce qui concerne ce qu'on appelle les fake news, les fausses informations, avec le tout pimenté maintenant avec l'IA qui peut nous produire, l'intelligence artificielle qui peut nous produire des choses absolument terribles, fausses, et qui peuvent, on le sait maintenant, influencer des populations entières. Donc, bon, ça c'est le constat. Néanmoins, vous êtes ici, donc c'est parce que vous trouvez un intérêt, sinon à vous informer. En tout cas, vous avez peut-être, vous nous le direz, l'intention d'aller voter. Donc le sujet de ce soir, c'est pourquoi aller voter. Et en effet, Yvan, qui se présentera, va vous dérouler tout ça et nous pourrons en parler. Je vous disais tout d'abord, je vais vous faire une petite présentation de la Maison de l'Europe. C'est une association, loi 1901. À Toulouse, nous existons donc depuis 1986. Il y a alors je ne sais plus comment on l'a mis, informer, voilà, ce que nous faisons, c'est informer le citoyen sur l'Europe, donc les citoyens en général, et le citoyen européen, puisque vous le rappeliez, il y a des citoyens qui ne sont pas français, mais qui vivent sur notre territoire. Soutenir l'action de l'Union européenne en Occitanie. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, nous sommes des généralistes, c'est-à-dire nous pouvons donner une première information sur, j'ai envie de dire, presque tous les sujets, mais si on vient nous interroger évidemment sur l'innovation, sur la recherche, nous sommes aussi des orientateurs, dont nous renvoyons les personnes vers les bons relais d'information. Et si on parle de culture, on renverra sur, par exemple, l'Occitanie en Seine. Nous sommes un relais de proximité entre les citoyens et les institutions européennes. Vu d'ici, Bruxelles, comme on dit, les institutions nous paraissent loin. Nous essayons, autant que possible, donc, de rapprocher l'Europe des citoyens en termes d'information, en termes d'animation. Nous allons dans les associations, les lycées, sur la place publique, donc c'est notre job également. Promouvoir les échanges entre l'Occitanie et les régions d'Europe. Peut-être avez-vous entendu parler d'une manifestation qui s'est clôturée il n'y a pas longtemps, qui est la quinzaine franco-allemande d'Occitanie. Je ne sais pas, monsieur le maire, si vous avez participer en tant que ville à cela, c'est ça, c'est rapprocher les peuples. Là, il y a un rapprochement entre la Saxe, notamment, et certains Länder allemands, pour faire des actions, mais des actions culturelles, économiques, voilà, c'est pas simplement... on peut connaître dans un jumelage, par exemple, qui peut aussi donner une dimension de développement local, mais là, c'est vraiment développer des activités, et nous participons à cela. Et informer les acteurs en région sur les financements
financements et les projets européens. C'est très important. Je pense qu'on en parlera aussi. Vous l'avez rappelé, Monsieur le maire, notre vie n'est pas totalement régie par ce qui se décide au niveau des institutions européennes, mais il y a quand même beaucoup de choses de notre quotidien, et on ne le sait pas assez, qui régit en termes législatifs notre vie quotidienne, mais qui facilite aussi notre vie en termes d'investissement dans les infrastructures, etc. Donc, informer, former, animer, je ne vais pas y revenir, vous voyez à peu près ce que nous faisons, je dis un mot du réseau Europe Direct, qui est un réseau d'information et de communication de l'Union européenne, qui est mené par la Commission européenne, vous l'avez rappelé. Alors là, j'ai une petite fierté, puisque avant de s'appeler Europe Direct, ce réseau s'appelait Info.Europe, et à Toulouse, la Maison de l'Europe a été en 1995 le premier relais français de l'Union européenne. Et on est resté pendant 3 ans tout seul avant que tout ça se mette en place. Ça, c'est ensuite la deuxième génération, s'est appelée Europe Direct. La mission, eh bien, c'est de consolider un petit peu à travers des associations comme les nôtres. C'est un label que nous obtenons tous les 5 ans par appel d'offres. Donc, il n'est pas donné cet appel d'offres. Il faut le gagner, le remporter pour faire de l'information. Mais ça peut être également des associations, même des collectivités qui sont labellées. Nous sommes 49 maintenant en France. La Commission européenne donc gère ce réseau qui, depuis assez longtemps aussi, inclut un autre réseau qui a fêté d'ailleurs ses 60 ans l'année dernière, qui est le réseau des centres de documentation européenne. À Toulouse, donc c'est à la Manufacture des Tabacs. Il y a eu une manifestation pour fêter ses 60 ans, et il y a ce mois-ci, ça finit le 14 mai, une exposition qui s'appelle Les dessins de presse en Europe, et sur des dessins assez humoristiques. Elle est ouverte à tout public, et c'est une autre manière de voir l'Europe également. Les CDE existent donc depuis 60 ans, les Europe Direct ça fait 20 et quelques, et les derniers nés, mais Yvon en parlera, ce sont les Team Europe, donc ce réseau de conférenciers. Pour terminer, je vais donc dire que nous sommes membres de la Fédération française des maisons de l'Europe. Ce sont donc des associations européennes, il y en a dans d'autres pays. Nous sommes à l'heure actuelle à peu près 35, et que nous sommes Europe Direct, donc on va passer à la dernière et je vais vous laisser la parole. Pour que vous sachiez, nous sommes 5 Europe Direct labellisés en Occitanie. Donc il y a Auch, qui est un centre d'information jeunesse, la Maison de l'Europe de Montpellier, la Maison de l'Europe de Nîmes, la Maison de l'Europe de Toulouse. Vous voyez, il y a quand même des maisons de l'Europe. Plus de la moitié du réseau français des maisons de l'Europe est labellisé Europe Direct. Et puis une association d'entreprises à Prades, près de Perpignan. Et nous sommes référents pour plusieurs départements. Voilà. Donc n'hésitez pas, nous sommes à la DRAC Occitanie, rue de la Dalbade, mais nous sommes accessibles sur un site, sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, et je vous passe la parole, Yvan. Voilà, juste peut-être pour compléter, du coup, effectivement, en complément du réseau Europe Direct, la Commission européenne a initié la constitution d'un réseau de conférenciers. Alors ça, c'est un peu pompeux, mais grosso modo de personnes qui peuvent animer et diffuser de l'information sur des formats un peu courts. Alors soit spécialisés sur certaines thématiques, il y a des collègues du réseau qui sont spécialisés sur les questions de défense, de choses assez précises, soit plus généralistes. Ce qui est mon cas, sachant que la thématique professionnelle qui est celle de la culture, qui est très présente dans ce que je connais de manière un peu plus forte. Alors quand on m'a sollicité là pour faire cette petite conférence, je me suis dit que le mieux avant de parler des élections, c'était peut-être juste parler un peu d'Europe et de se remettre quelques éléments de contexte ensemble. Et comme j'aime pas les choses où les gens dorment dans des fauteuils rouges, je vais vous poser des questions. Alors il y a déjà eu des indices divulgués, c'était pas calculé dans l'introduction. Non mais c'est très bien. C'est très bien. Alors est-ce que vous savez juste comme ça, si on parle de l'Union européenne, en termes de population, ce que ça représente dans le monde? À quelle place on est par rapport aux autres grands pays? Deuxième, quatrième, troisième. Alors en fait, on est troisième. Les deux plus grosses populations qui sont devant l'Union européenne, c'est la Chine et l'Inde. Et en termes, par contre, de développement et de ressources économiques, les États-Unis sont devant parce qu'ils produisent un peu plus. Évidemment, l'Union européenne, ça remonte. C'est la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et la période de guerre froide qui ont fait qu'il y a un certain nombre de personnalités qui ont cherché à
construire un autre contexte que celui du conflit entre les nations, conflit récurrent. Enfin voilà, la Deuxième Guerre mondiale, c'est la fin d'un cycle qui existait déjà depuis un certain nombre d'années. Alors je vous ai simplement remis là les traités, la communauté du charbon et de l'acier en 51, on arrive un peu plus tard en 57 avec le traité de Rome, et puis petit à petit, d'un petit noyau de pays, les choses se structurent pour stabiliser. Enfin, l'idée d'un certain nombre de personnes qui ont beaucoup porté cet idéal-là, c'était de stabiliser le continent européen, de construire de la solidarité entre les États pour éviter que de nouveaux conflits apparaissent. Et la structuration institutionnelle, j'en parlerai un petit peu des institutions parce que ça peut paraître un peu complexe. Elle s'est faite couche par couche, petit à petit, en passant ces différentes étapes. Aujourd'hui, l'Union européenne, elle fonctionne du coup sur la base du traité de Lisbonne, donc qui a été adopté en 2007 et qui est entré en vigueur en 2009. Donc ça reste finalement assez récent. Et les institutions qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'on entend encore dire des choses qui datent d'avant, les institutions telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles seront celles qui ont été mises en place ou refondues dans le cadre du traité de Lisbonne en 2007. Je vous ai remis quelques photos. Vous pouvez reconnaître Robert Schuman, vous pouvez reconnaître deux Italiens aussi, Spinelli et puis Gaspari, qui ont été très, très actifs là-dedans. Vous pouvez reconnaître Jean Monnet. Puis j'ai mis Simone Veil quand même, parce que déjà pas bête que des hommes. Ça manquait de femmes. Voilà, exactement. Et puis première présidente du Parlement européen élue. Donc mine de rien, Parlement européen peut-être plus à l'avant-garde sur un certain nombre de questions que ce qu'on peut voir dans nos pays. Et donc, ça me permet de glisser que le Parlement européen élu au suffrage direct s'est mis en place en 1979. C'est quelque chose qui remonte, qui a été décidé un petit peu avant et qui a été mis en place en 1979. J'ai une autre question. Est-ce que vous pouvez me citer un pays du continent africain qui a cherché à adhérer à l'Union européenne? Pas la Tunisie. Le Maroc 1984. Ouais. Et il y en a un deuxième. L'Algérie. Mais l'Algérie n'est pas allée au bout. La demande d'adhésion a été retirée. Donc effectivement, tout ça pour dire que, et on va le voir, le territoire européen, il a pas mal bougé entre les débuts et puis ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est un des sujets, notamment dans le cadre des élections, c'est que un club restreint des années 50 à aujourd'hui près d'une trentaine d'États. Les problématiques sont plus les mêmes. Notre place, nous, en tant que Français, le cœur de l'Europe, il est en train de bouger. Les enjeux qui sont au cœur de l'Europe sont aussi en train de bouger. Et c'est intéressant, je trouve, de regarder un tout petit peu la géographie. Je ne suis pas géographe, mais j'adore regarder les cartes et essayer de comprendre un peu. En regardant, on comprend plein de choses. Proposer qu'on regarde un peu le territoire de l'Europe. Alors là, j'en ai une facile. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est combien d'États membres? Alors, c'est pas 26, c'est 27. Ouais, c'est 27. Alors c'était 28 effectivement jusqu'en 2020. C'était 28 jusqu'en 2020 et le Brexit a conduit à ce que du coup le Royaume-Uni quitte l'Union européenne et qu'on repasse dans un fonctionnement avec un État de moins. Avec des difficultés particulières pendant le Brexit. Je pense que vous vous rappelez de toutes ces négociations qui en plus se sont terminées en période Covid. Imaginez les négociateurs passer 12 heures par jour à essayer de trouver une issue avec un compte à rebours qui se rapprochait. On a dépassé la date du 20 décembre, je me rappelle, il n'y avait toujours pas de deal pour arriver à sortir avec pas rien, justement, avec des conditions de coopération qui puissent perdurer. Alors là, si vous regardez, on va pouvoir voir année après année la manière dont le territoire de l'Union européenne a évolué. Hop, 92, 95, 2004, 2007... Donc 20, vous voyez la sortie du Royaume-Uni. Donc il n'y a pas la Suisse dans l'Union européenne. Elle n'y est pas, la Suisse. Voilà. On peut le laisser en boucle. Donc aujourd'hui, c'est ces 27 États membres. Et je ne sais pas si il y a une expression moi, que j'ai trouvée particulièrement parlante. C'est Michel Barnier qui a été négociateur pour essayer de négocier cette sortie du Royaume-Uni avec pas trop de fracas. Et il a une image que moi j'ai trouvée très très juste. Il disait sortir un État de l'Union européenne aujourd'hui, c'est comme essayer de sortir un œuf d'une omelette. Et ça vous montre précisément à quel point, du coup, à la fois sur du plan légal, sur du plan financier, les choses étaient tellement imbriquées que les pages et les pages d'accords pour arriver à ressortir molécule par molécule l'œuf qu'on avait mis dans l'omelette n'ont pas été évidentes. Alors dans les cartes, il y a, là j'ai parlé de l'Union européenne, il y a d'autres trucs quand on parle d'Europe. Il y a Schengen. Vous savez ce que c'est Schengen ou pas? Ouais. C'est la libre circulation.
Schengen. C'est un espace de libre circulation des personnes. Le principe, c'est qu'on doit pouvoir passer une frontière. Une fois qu'on a passé une première frontière pour rentrer dans l'espace Schengen, on n'a plus à repasser de contrôle aux frontières suivantes. Avec des petites variantes, on en a connu pendant le Covid, puisque les États qui font face à des difficultés particulières, des violences, des problématiques de sécurité, d'ordre public, peuvent, évidemment en informant et en consultant les autres États, peuvent, pour des périodes de 6 mois, rétablir des contrôles. Et c'est évidemment ce que tous les États ont fait pendant la période du Covid, où il y a quand même eu une phase un réflexe de fermeture à l'intérieur de l'espace Schengen, qui ensuite s'est retravaillé. Alors, vous voyez que sur Schengen, il y a évidemment des pays qui sont membres de l'Union européenne, et puis il y en a d'autres, quelques-uns, qui sont dans l'espace Schengen, mais qui ne sont pas dans l'Union européenne. Alors ça aide pas forcément tous ces trucs-là. C'est vrai que si on le regarde, ça aide pas forcément tout le monde à bien comprendre les distinctions qu'il peut y avoir. Alors on a la même sur l'euro. La zone euro, c'est pas l'Europe, enfin c'est pas l'Union européenne. On a des pays qui sont dans l'euro hors Union européenne, et à l'inverse, on a des pays de l'Union européenne qui sont pas dans l'euro. Alors un peu comme pour Schengen, il y en a qui voudraient, mais la monnaie unique, c'est aussi un pacte de stabilité économique et financier, et donc il y a des critères pour pouvoir y prétendre. Et tous les États qui souhaiteraient rentrer dans la zone euro, pas encore tous au niveau. Puis je reviens juste un petit peu en arrière. Dans les derniers qui sont rentrés là sur Schengen, la Croatie, on n'en a quasiment pas entendu parler, mais ça s'est fait. Et puis vous voyez à l'est, vous voyez la Roumanie, la Bulgarie, qui sont rentrés dans Schengen, mais avec des petites réserves. C'est-à-dire que c'est un Schengen aménagé. Si vous arrivez en avion, c'est Schengen. Si vous arrivez par la terre ou par d'autres moyens, vous avez quand même les contrôles aux frontières. Donc c'est un Schengen aménagé pour attendre que les conditions soient un petit peu mieux réunies dans ces deux États. Alors si on est sur l'Union européenne, voilà, l'Union européenne c'est ce périmètre-là. Donc, dans les couleurs, vous voyez du coup en rose le Royaume-Uni qui est sorti. Vous voyez des pays en rouge annuler leur candidature. Il y en a plusieurs, je vais vous montrer une longue liste. Il y a des pays qui ont commencé à réfléchir, voire qui ont formulé une adhésion, qui se sont retirés. Certains après des périodes aussi de gel de leur demande d'adhésion. La liste elle est longue, peut-être vous la voyez pas bien. Ce qui est intéressant c'est de regarder les 4 derniers. Les 4 derniers, c'est le Kosovo, c'est la Moldavie, c'est la Géorgie et c'est l'Ukraine. Et à chaque fois, vous avez 2 couleurs. Vous avez une couleur, un bleu pâle, qui est la période, la première période dans laquelle la candidature est proposée. Et ensuite, vous avez, à partir du moment où on passe en bleu un peu plus foncé, les procédures formalisées qui se mettent en place avec l'accord des États membres pour envisager une adhésion. C'est un processus qui peut être long. Si vous remontez un peu plus haut, dans ceux qui sont très longs, je vois plus la Turquie, mais la Turquie, voilà. C'est sans fin. C'est sans fin. Et la situation est gelée aujourd'hui. Autrement dit, il n'y a plus d'avancée dans cette proposition, dans cette demande d'adhésion. C'est intéressant de voir que si vous prenez les six fondateurs en haut, les choses ont quand même beaucoup bougé. Et quand on voit cette liste-là, moi je trouve que c'est plus parlant que de voir une carte. On voit bien que du petit cœur de l'Europe occidentale, aujourd'hui c'est un continent beaucoup plus large et avec des pays majoritairement issus du bloc de l'Est qui arrivent avec d'autres problématiques successivement, avec d'autres besoins qui sont complètement légitimes et qui font que nous à l'Ouest, ça doit nous obliger à regarder les choses un petit peu différemment. Alors, si on parle un peu des institutions, j'ai une nouvelle question. Est-ce que le Parlement européen est le seul parlement transnational au monde? Ou est-ce qu'il y en a d'autres? Autrement dit, un parlement avec des députés élus qui sont rassemblés issus de plusieurs États. Non, c'est le seul. C'est le seul. C'est le seul. On a des modèles avec des États fédéraux, mais la seule assemblée vraiment où il y a une représentation nationale à l'intérieur d'une institution plus large, c'est le seul cas qu'on connaît. C'est une vraie innovation. Sur ce territoire-là, qui est un peu hors modèle et qui se renforce dans une chose qu'on ne dit pas assez. C'est que il y a plein d'endroits dans le monde où le pouvoir qui est donné aux institutions qui représentent les citoyens, les citoyennes ont plutôt tendance à se rabougrir. Successivement, dans l'Union européenne, les différents traités, ils ont plutôt conduit à l'inverse, c'est-à-dire que le rôle du Parlement, j'y reviendrai, est de plus en plus fort. Appelé, si on continue cette logique-là, à prendre de plus en plus de place. Autrement dit, contrairement à ce qu'on peut entendre, la trajectoire et les évolutions successives de l'Union européenne, c'est plutôt pour que le Parlement prenne plus sa place dans tous les processus et du coup tempère le rôle de la Commission que l'inverse. Et on entend très régulièrement l'inverse. Si on regarde vraiment étape par étape
les attributions du Parlement, c'est indiscutable. Pour regarder, pour savoir pourquoi on vote, moi j'aime bien aussi regarder ce que fait l'Union européenne, ce qu'elle fait en termes de politique, de compétences, et puis ce qu'elle fait en termes financiers. Ça donne aussi des idées. Le budget de l'Union européenne, c'est un budget pluriannuel. L'Union européenne, elle établit son budget sur des cycles de 7 ans. Sur ces 7 années-là qui ont démarré en 2021, on est sur un budget de 1800 milliards d'euros. Donc c'est des sommes que personne dans la salle arrive à se représenter ce que ça fait. C'est un budget qui est conséquent. Ce qui est intéressant, c'est de voir à l'intérieur à quoi ça sert et comment au quotidien vous le voyez ou pas. J'ai à nouveau une question. Est-ce que vous savez quel est le budget de l'Union européenne qui a été multiplié par 10 ? Alors, c'est pas la PAC, c'est la santé. C'est la santé, ouais. C'est l'impact du Covid. C'est une politique sur laquelle l'Union européenne était présente avec un petit programme. Et il y a eu un effort de multiplication par 10 en 2021. Voilà, on arrive, alors ça reste des petites sommes, c'est 5 milliards d'euros, c'est pas à l'échelle de ce budget de 1800 milliards d'euros, c'est pas monstrueux, mais il y a un vrai effort d'adaptation très très rapide pour prendre en charge ces enjeux. Ce petit schéma-là, il vous montre un peu la répartition du budget. Alors ce qu'on voit, c'est que la partie grise, pareil, ça c'est pour un peu tailler des croupières à ceux qui racontent que l'Union européenne, c'est des institutions qui brûlent des billets de banque à longueur de journée. La partie grise que vous avez, les 85 milliards d'euros, c'est le fonctionnement de l'Union européenne et ses institutions. Quand on le regarde à l'échelle du camembert, j'ai pas le pourcentage là, mais ça reste extrêmement raisonnable. Vous voyez que du coup, aujourd'hui, le premier bloc, c'est plus la PAC, ça a longtemps été la politique agricole, bloc vert clair. C'est le deuxième, la politique agricole et tout ce qui touche à la préservation des ressources naturelles, puisque l'agriculture est intégrée dans un ensemble plus large. Prend le plus de place dans le budget de l'Union européenne, c'est d'abord les politiques qui sont menées sur les territoires et qui ne sont pas menées par l'Union européenne toute seule, qui sont menées par les États, par les collectivités, principalement à l'échelle des régions, voire des départements. Et donc, la première idée à avoir en tête, c'est qu'il y a quand même autour d'un tiers du budget directement au service des politiques menées par les États membres, dont l'affectation, les projets sont décidés par les États membres. L'Union européenne n'intervient pas dans le choix de tel ou tel projet qui va être financé. Alors là-dedans, vous retrouvez des choses dont vous avez peut-être entendu et puis parlé, et surtout on voit de plus en plus les logos, un effort pour mettre les logos partout. C'est notamment les fonds qu'on appelle le FEDER, le FSE, c'est des enveloppes financières qui sont utilisées comme ça en région. Ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits. Ouais, alors voilà, du coup j'ai un mauvais exemple. J'étais à Toulouse cet après-midi, je repars, la passerelle, je tourne ma tête, la passerelle du Stade Toulousain. L'Europe s'engage. Ah, voilà, elle est financée sur du FEDER. Ouais, il y a Téléo, le métro, la 3e ligne, même si c'est une petite alors partie. C'est souvent sur des infrastructures, pour le FEDER, c'est souvent sur des infrastructures importantes, lourdes. Il y en a aussi beaucoup en ce moment sur de la transition écologique de bâtiments publics. Nous, avec une autre casquette, on a aidé 80 salles de spectacle dans la région à changer leur lumière et passer avec des LED financés à 93% par du FEDER. Des exemples comme ça, il y en a partout. Alors c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. C'est pas forcément visible pour le citoyen et pour les collectivités du bloc communal, c'est pas forcément les outils les plus faciles à appréhender, à aller chercher, quoi. Alors en termes politiques, là c'est intéressant de s'attacher à ça. L'Union européenne, elle fait pas ce qu'elle veut, contrairement à ce qu'on peut entendre. Le traité de Lisbonne définit assez précisément ce que peut faire l'Union européenne, ce sur quoi elle a la primauté par rapport aux États membres, et ce qu'elle doit faire en s'articulant réellement avec les États membres. La liste en fait des domaines, des champs de compétences sur lesquels elle peut agir, en ayant pris du coup le leadership par rapport aux États, c'est un nombre de domaines qui est assez restreint, hein. Vous voyez, il n'y en a pas tant que ça. À l'union douanière, c'est lié à la problématique de libre circulation, et où là du coup c'est l'Union européenne qui décide des règles et les États qui doivent les appliquer. Tout ce qui touche à la libre concurrence et au marché unique, donc l'espace économique où les biens, les capitaux doivent pouvoir circuler, les services doivent pouvoir circuler. Et là, l'Union européenne, pareil, définit ses règles. La partie monétaire, l'euro, pareil, c'est pas un État membre qui peut changer les règles de l'euro, contrairement à ce qu'on entend pareil. Hein, je ne donne pas de nom, mais vous pourrez facilement le faire. C'est pas que d'un parti. On entend des choses parfois. L'euro, c'est pas un État qui peut changer la donne ou qui peut décider par voie législative française de changer les règles de l'euro. C'est pas possible.
Ça fait partie des politiques qui ont été entièrement pilotées par l'Union européenne. Une partie de la gestion des ressources naturelles dans les océans, c'est pas toute la politique de la pêche, c'est uniquement ce qui touche à la préservation de la diversité des espèces dans l'espace aquatique et puis la politique commerciale. Donc au final, vous voyez que c'est assez restreint. Alors quand on entend tous les jours dire que c'est l'Union européenne qui choisit la taille des concombres qui vont être distribués à Intermarché, pas vraiment quoi, pas vraiment. Les endroits où l'Union européenne peut décider seule avec une obligation pour les États d'appliquer la réglementation, c'est uniquement cela. Sachant que les États sont aussi partie prenante. Bien sûr. Voilà. Après, il y a un deuxième domaine de ce qu'on appelle les compétences partagées, où l'Union européenne et les États, les deux peuvent décider de la législation, de la réglementation, et les deux peuvent adopter des législations qui sont contraignantes. La seule différence, c'est que dans ce domaine-là, les États peuvent légiférer, peuvent prendre des décisions uniquement si l'Union européenne n'a pas décidé d'en prendre une. Donc c'est un principe d'articulation des politiques nationales et européennes. Là, il y en a un petit peu plus, vous voyez, et c'est d'ailleurs plus de ces domaines-là qu'on entend parler au quotidien, quand on a entendu parler de la protection des données des citoyens, traduit par RGPD, où on vous demande partout, donner ou pas, vous autorisez. C'est dans ces domaines-là. Toute la politique des transports, par exemple, le fait qu'on soit arrivé à une réglementation qui fait que, alors c'est pas forcément connu, mais que si vous prenez l'avion, vous subissez un retard, il y a une réglementation européenne, quelle que soit la nature de la compagnie, à partir du moment où vous prenez un avion en Europe, une obligation d'indemnisation avec des barèmes qui sont les mêmes dans tous les États membres. C'est ce type de réglementation qui sont plutôt en faveur des consommateurs. Hein. On n'est pas dans c'est une réglementation qui est européenne. Voilà. Quelques exemples juste pour vous donner un petit peu des illustrations. Puis il y a d'autres domaines, on appelle les politiques d'appui, c'est les domaines dans lesquels l'Union européenne peut venir aider, mais en aucun cas elle peut prendre une décision qui soit contraignante pour les États membres. Donc elle peut venir appuyer, elle ne peut pas avoir un impact négatif sur négatif ou positif, mais réglementaire dans les États membres. Donc ça, c'est pour vous donner un peu les grands repères. Essayez de vous rappeler de ça, quoi. C'est l'Union européenne, c'est les endroits où on peut entendre. C'est l'Union européenne qui a décidé, c'est ça. Tout le reste, il y a forcément une imbrication beaucoup plus forte avec les politiques nationales. Alors dans les débats, là, au moment des élections européennes, il y a aussi la question du tiroir caisse qui compte. Le principe, c'est que tous les États membres contribuent sur une base, alors c'est un calcul qui est un petit peu savant, mais grosso modo, qui est un pourcentage de la richesse de chaque pays qui va constituer le budget de l'Union européenne. Puis chaque État va pouvoir utiliser certains outils du grand budget que je vous ai montré tout à l'heure. Et évidemment, il y a des États qui contribuent plus, d'autres qui utilisent plus ou reçoivent plus d'argent. Et ça, c'est une mécanique qui est quand même plutôt belle. C'est une mécanique de solidarité, c'est-à-dire que les États qui sont les plus solides permettent à ceux qui sont les plus fragiles de relever leur niveau, leur stabilité, avec comme philosophie que normalement, cette courbe-là, petit à petit, les écarts doivent se réduire. Et donc vous voyez qu'évidemment, les pays fondateurs, et plutôt à l'ouest, contribuent plus. Donc si les barres sont en haut, c'est que contribuent plus financièrement à l'Union européenne que les aides directes qu'ils bénéficient. Et puis à droite, on va vers la droite, et vous voyez qu'il y a des États qui sont beaucoup plus bénéficiaires. Donc c'est un principe de mutualisation, tout simplement. Et ce qui est intéressant à avoir en tête, souvent ça c'est utilisé, pareil je dirais pas par qui, pour dire « Ah oui mais regardez, il faut sortir de l'Union européenne, ça nous coûte de l'argent ». Oui, évidemment ça coûte, mais ce que ne dit pas ce graphique, ce qui n'est jamais regardé, c'est tous les bénéfices qu'on a en dehors des aides financières. Parce qu'il n'y a pas que les aides financières qui reviennent dans l'État membre, il y a tout ce qui est mis en place par l'Union européenne et qui va pouvoir bénéficier alors soit en termes de réglementation, de régulation de prix, il y a tout un tas de mécaniques qui ont des impacts, alors qui vont être indirects, mais c'est vrai que c'est facile d'être de mauvaise foi, de regarder ce truc-là et de dire regardez, je suis la France, je suis le 3e plus gros contributeur, ça va, c'est pas possible. Donc c'est le fameux chiffre qui était sorti aux dernières élections de 10 milliards d'euros par an. Pareil, vous reconnaîtrez qui l'a dit, mais c'est une gabegie. La France balance 10 milliards d'euros tous les ans à fond perdu au sein de l'Union européenne. C'est pas à fond perdu, et c'est uniquement si on regarde ce qu'on a mis en termes d'argent, si on regarde en termes de services, en termes de régulation, d'outils. Même de retour. De retour, ouais, de retour. Ils ne sont pas pris en compte, par exemple, toutes les mobilités Erasmus qui sont faites à l'extérieur de la France dans ce tableau-là, et ainsi de suite. On peut en prendre plein d'exemples comme ça. Et c'est vrai qu'au moment des élections, chacun regarde le budget de l'Union européenne, pas en se disant je suis co-responsable d'un budget global et comment on trouve les bons équilibres à l'échelle d'un continent, mais plutôt dans un discours un peu de simplification. Et là, pareil, malheureusement, c'est devenu quelque chose qui irrigue tous les partis politiques. La simplification, la tentative de simplifier le discours, elle conduit souvent à faire des raccourcis qui sont assez destructeurs. Ce qui est intéressant aussi à avoir en tête quand on vote, c'est que ce que vont raconter les candidats,
c'est forcément très connoté par leur réalité nationale. Et typiquement, là c'est la politique agricole commune en 2022. Regardez le pays qui récupère le plus. Voilà. Bon, ça c'est quelque chose que vous saviez, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Et bien forcément, du coup, il y a beaucoup de choses qui se cristallisent dans les échanges là-dessus. Il y a un intérêt financier fort pour la France. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les autres. L'Espagne que l'on critique pour le non-respect d'un certain nombre de réglementations sur la partie agricole, au final fait partie des États qui sont très très nettement bénéficiaires de la PAC. Et puis on peut agiter, évidemment, on entend beaucoup agiter ah bah oui, mais avec l'élargissement à l'Est, avec des grands pays producteurs tels que l'Ukraine. Alors, l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne pour l'instant, hein, on se le redise. Hein. Ça va forcément faire bouger ce schéma-là, et on agite ces drapeaux-là de manière un tout petit peu anticipée, et puis sans dire que c'est pas simplement la répartition qui se joue, c'est le changement du modèle agricole en fait. Le changement du modèle agricole en France, il va être aussi compliqué à gérer que dans d'autres pays. Il ne s'agit pas juste de remettre de l'argent à d'autres endroits pour en mettre moins à un endroit, c'est comment tout un secteur arrive à se transformer. Les institutions, alors combien il y en a des institutions européennes? Alors j'ai 7 ici, est-ce qu'il y a une autre idée? 3 principales. 3 principales, c'est pas mal, hein, vous êtes bons ça. Alors, c'est les institutions qui sont définies par le traité de Lisbonne, elles sont au nombre de 7. Donc la Commission européenne, ça tout le monde repère, avec, malgré une tentative, aujourd'hui, un commissaire européen ou une commissaire européenne par État membre. Donc il y en a 27, il y en avait 28, il y en a 27. Il y avait une tentative dans la discussion du traité de réduire d'un tiers le nombre de commissaires. Vous imaginez ce que ça provoque dans les échanges. Donc ensuite, on a le Conseil européen. Le Conseil européen qui est l'instance qui réunit les chefs d'État, à pas confondre avec le Conseil de l'Europe, un peu compliqué, qui est autre chose, qui n'a rien à voir avec l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne, et pas le Conseil de l'Europe, encore une fois, qui là réunit grosso modo plutôt les ministres, et puis le Parlement. C'est ces 4 institutions, ou 3 principales selon comment on les compte, qui vont définir, qui vont orienter la politique de l'Union européenne, et qui vont participer au processus d'élaboration et d'adoption des réglementations. Et donc effectivement, il y a des institutions complémentaires, une Cour de justice européenne, une banque centrale, des comptes, et il y a même des organes consultatifs, comité des régions par exemple. Les comités économiques et sociaux. Comités économiques et sociaux. Si on les regarde ici, on voit un petit peu comment c'est dispatché. Vous voyez quand même l'histoire, elle est partie de l'Ouest. Et hormis Frontex, dont le siège est en Pologne, il y a quand même une concentration très à l'Ouest des institutions européennes. Alors, le rôle des parlementaires dans les lois. Alors on va pas faire, en plus c'est pas mon domaine, on va pas faire un cours sur comment est élaboré un texte, mais ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est grosso modo, les chefs d'État se mettent d'accord sur des orientations. Pas simple. Ils donnent ces orientations-là à la Commission européenne. La Commission européenne, c'est elle qui propose les textes. C'est une des questions qui est en discussion, c'est que les parlementaires ne peuvent pas proposer de texte de loi à l'Union européenne. L'initiative de proposer un texte vient forcément de la Commission européenne. Et donc, la Commission va proposer des textes de loi qui vont être mis en dialogue. Et donc, on va avoir un processus où il faut à la fois que le Parlement et le Conseil puissent se mettre en accord. Alors, il y a plusieurs systèmes quand il y a une seule lecture, 2 lectures, 3 lectures. On ne va pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est radicalement différent de la manière dont on fonctionne en France. À cet endroit-là, l'idée, c'est d'arriver à un consensus. Le vote, c'est pas le vote sanction pour dire on est d'accord ou pas. C'est la conclusion d'un processus de dialogue où on a réussi à s'entendre. Il y a, peut-être vous avez entendu ce mot-là, il y a des trilogues, c'est des réunions qui sont organisées, certaines formelles, d'autres informelles, tout au long du processus d'élaboration des textes de l'Union européenne, pour arriver à ce que Commission européenne, Conseil et Parlement, petit à petit, arrivent à se mettre d'accord. C'est très 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 différent de la manière dont on conçoit les choses avec le prisme français. Ce qui est très différent aussi, c'est qu'au sein du Parlement, pareil, le travail, c'est pas les uns contre les autres, c'est comment on arrive à trouver des équilibres pour pouvoir aboutir à un texte. Et on n'est que dans un travail de concessions qui vont être apportées successivement pour arriver à faire évoluer une première proposition qui émane de la Commission européenne.
Le Conseil européen, la dernière fois où il a été présidé par la France, vous vous rappelez de ça? C'est par période de 6 mois, on a tendance à pas trop se rappeler, comme ça tourne vite. C'est 2022, c'est il n'y a pas si longtemps. Premier semestre 2022. Oui, tout à fait. Quelques exemples de ce qui est fait, soit de la réglementation, soit des aides qui émanent des réglementations européennes. Le chargeur unique pour les téléphones portables. On n'y est pas encore, il y a encore Apple qui traînait des pattes. C'est 11 000 tonnes de déchets tous les ans qui peuvent être évités juste en demandant à tous les fabricants d'adopter un connecteur unique. Et en demandant aux fabricants de ne pas remettre le connecteur systématiquement dans les boîtes à chaque fois qu'on achète un téléphone. Alors ça peut paraître fou qu'il faille des années pour qu'à l'échelle européenne on arrive à se mettre d'accord, mais il faut se rendre compte que c'est sans doute à cet endroit-là, sur des questions où on touche comme ça des mastodontes à l'échelle économique, qu'un État tout seul ne pourrait même pas y aller. C'est la même chose dans la régulation de tout ce qui se passe avec les multinationales de l'Internet, les GAFAM. Individuellement, chaque État a strictement aucun poids. Alors, d'autres exemples dans les choses qui sont faites, on va parler du programme Erasmus, qui est effectivement plus du tout uniquement fait pour les étudiants. Il y a des adultes, des demandeurs d'emploi qui peuvent en bénéficier. Il y a un vrai programme complètement transversal sur l'Europe. Il y a une très belle initiative récente, Discover EU, pour les jeunes, pour leur permettre de voyager gratuitement en Europe, et c'est relancé là en plus maintenant. Voilà, en avril, pouvoir voyager partout en Europe gratuitement, évidemment avec un usage du train et pas de l'avion. Vous voyez dans votre quotidien aussi, c'est la suppression des plastiques à usage unique. C'est pareil, c'est des batailles qu'à l'échelle d'un État membre, avec les multinationales qui sont en face, n'aurait jamais été gagné d'arriver à ça. Alors on peut trouver toujours que c'est trop long, que c'est pas assez ambitieux, mais finalement ça se réalise. Alors le Parlement, on avance sur le Parlement. Alors c'est pas 705 parlementaires, ça va être 720. 705 c'était sur le précédent, c'était jusqu'en 2024. Donc c'est pas faux. Mais on change, on passe à 720. Il y a des actualisations qui sont faites au regard des populations des États membres. Et donc la France, effectivement, il va y avoir un tout petit peu plus de parlementaires. Les parlementaires, ils sont élus pour 5 ans, c'est renouvelable. Et puis il y a un renouvellement des commissions de travail qui se fait à mi-mandat. Et pour 2024, du coup, on aura 81 sièges, effectivement, au Parlement. Juste derrière l'Allemagne, qui en a 96. Donc on reste dans le processus d'élaboration des lois, on reste des États les plus importants. Je vous ai mis sa photo parce qu'on parle tout le temps de la Commission européenne, rarement de la présidente du Parlement. Elle est maltaise, c'est une Maltaise qui est présidente. Elle est issue du Parti conservateur et elle s'appelle Roberta Metsola. Donc c'est bien aussi de ne pas toujours valoriser et incarner l'Union européenne uniquement avec ce qui se passe au niveau de la Commission. Il y a aussi d'autres visages. Et encore une fois, c'est une femme. Ça, c'est la répartition des sièges, je ne vais pas m'embêter avec ça, c'est la variation des sièges au Parlement avec ces évolutions. Combien il y avait de listes aux dernières élections européennes en France? Oh, pas très loin, il y avait 34. 34, c'est monstrueux, et à ce stade, pour l'instant les listes sont évidemment pas encore déposées, on serait autour de 29. Donc c'est ouais, on ne raconte pas l'échelle européenne quand vous multipliez par les 27. La clôture du dépôt des candidatures, c'est le 17 mai, donc on sera fixé le 17 mai sur les candidatures. Les élections, je pense que tout le monde a la date, 9 juin. Alors on a avancé par rapport aux dernières élections, c'est que dans la population, les gens ont retenu la date plus tôt et en plus grand nombre que lors des précédentes élections. Est-ce que ça va faire qu'il y aura un taux de participation plus important? Rien n'est acquis. Et la date, elle circule un petit peu mieux. Est-ce que vous savez quel sera le pays qui va voter en premier? Parce que tout le monde ne vote pas le même jour. Alors c'est les Néerlandais, parce que les Néerlandais, traditionnellement, ils votent le mercredi. Et là, pour des raisons que je ne connais pas, c'est décalé au jeudi. Donc ça va démarrer par les Néerlandais le jeudi, puis ça va se finir avec notamment la France pour la partie hexagonale, puisqu'évidemment il y a d'autres territoires qui vont voter le 8. Et ça s'étale, les élections s'étalent sur cette période-là, une date par étape. Dans les choses qui sont intéressantes à savoir, il y a des petites choses qui ont été simplifiées là sur les élections. Est-ce que vous identifiez ce qui est plus simple aujourd'hui qu'il y a 5 ans? La procuration et l'inscription sur les listes. L'inscription sur les listes électorales qui se fait en ligne, qui peut se faire en ligne, et pas uniquement en mairie, ou par courrier. Et la procuration qui peut se faire en ligne. Alors pour ceux qui sont les plus outillés, avec le nouveau truc France Identité, là où on a sa carte d'identité qui est dématérialisée, il n'y a même pas besoin, il n'y a plus besoin d'aller faire valider sa procuration en gendarmerie pour pouvoir voter. Donc il y a une vraie simplification là aussi qui s'adapte à la société pour faciliter l'accès au vote. On ne dit pas assez d'avancées, c'est des choses qu'il faut dire ça. Voilà,
petit chiffre à droite, il est intéressant. Les parlementaires européens, ils se la coulent douce, ils voyagent entre Strasbourg et Bruxelles. Du boulot quand même, de ces 500 textes qui ont été étudiés sur le précédent mandat, avec des choses qui ont été faites de manière extrêmement rapide, avec une vraie capacité d'adaptation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à l'échelle de l'Union européenne, ce qui a été fait au moment de la déclaration du conflit en Ukraine, avec le système de protection temporaire des Ukrainiens qui a été déclenché quasi la veille pour le lendemain. Ce qui a été fait pour la sortie du Covid, ce qui a été fait, je reviens au budget, la sortie du Covid avec cet emprunt monstrueux qui a été fait par l'Union européenne pour relancer l'activité dans tous les États. C'est 800 milliards d'euros qui ont été empruntés par l'Union européenne pour pouvoir relancer l'activité dans tous les États. C'est pareil, c'est un truc que individuellement, chaque pays ne pouvait pas aller négocier individuellement. Ça, c'est la couleur actuelle du Parlement, ou les couleurs actuelles du Parlement. Donc vous voyez le groupe majoritaire, si on peut dire majoritaire, parce que vous voyez que c'est quand même pas mal divisé, c'est le PPE, les conservateurs. Et Renew, qui malgré ce qui a été dit lors des précédentes élections, est bien le parti auquel est apparenté le mouvement de la République en marche et de Renaissance aujourd'hui à l'échelle européenne. Donc vous allez de plus en plus vers la gauche. Les sociodémocrates, c'est là qu'on retrouve la liste fusionnée PS et Place Publique, conduite par Glucksmann lors des dernières élections. Et puis plus vous allez vers la droite, et plus évidemment vous trouvez les eurosceptiques et les plus durs de ce côté-là. Donc la représentation en nationalité, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, la France qui est deuxième en termes de présence. Et il y a plein de petits pays, regardez, on se plaint nous qu'on n'a pas de pouvoir sur les institutions européennes et sur la réglementation. Alors que dire pour Malte, Chypre, qui ont péniblement moins d'une dizaine de parlementaires. En même temps, Malte, c'est le grand Toulouse Métropole. Mais ce qui est intéressant, c'est la Slovénie, pour le coup, c'est un peu plus grand. Évidemment, ça n'a pas la taille en taille, ni en poids, ni en nombre d'habitants, la même densité que la France. Mais c'est intéressant de relativiser les discours toujours où on entend on n'a pas de poids. En fait, on est le deuxième pays le plus représenté au Parlement. Donc on a une capacité à gérer et à créer des coalitions, à créer du dialogue au sein du Parlement. Dans les petites spécificités, c'est pareil, c'est des sujets qui font débat. Le Parlement européen, contrairement au Parlement français, il vote le budget uniquement en dépenses. Il n'a pas la main sur les recettes. Pas choisir d'augmenter la contribution des États membres pour couvrir telle ou telle politique. Ça produit quelque chose qui est un petit peu particulier. Donc c'est les deux éléments un peu distinctifs, c'est le Parlement qui ne peut pas initier une proposition de loi et puis qui ne peut pas, sur le budget, qui n'a pas la main sur la politique qui constitue le budget lui-même. L'affectation des dépenses, oui, mais pas la constitution du budget. Ça c'est rigolo, je vous l'ai mis juste pour vous donner une petite idée, c'est pas se dire que les parlementaires européens ne font rien, c'est le mois type d'un député européen, c'est quand même du boulot, la participation aux différentes commissions, les sessions plénières, et un travail pas du tout le même que celui qu'on connaît à l'échelle nationale, de dialogue permanent avec les associations professionnelles. Alors, on peut dire lobbying, mais avant tout avec toutes les filières et tous les secteurs professionnels, avec les collègues des autres partis. Il y a une vraie nécessité pour aboutir à un texte, parce qu'il y a des coalitions qui se forment, et c'est un gros boulot. Dans les choses qui sont bien, on parle de transparence. Là, je vous ai mis la rémunération nette d'un parlementaire européen. Il y a un des trucs, pareil, qui fait débat. On dit, ah oui, mais ils ont 4 000 € de frais qu'ils peuvent utiliser sans justifier. Alors aujourd'hui, il y a une condition, c'est qu'ils siègent à minima la moitié des sessions, sinon ça leur est retiré, premier truc. Et le deuxième, c'est qu'il y a la possibilité de consulter pour les parlementaires qui le souhaitent, de rendre compte sur l'utilisation de cette enveloppe-là. Vous pouvez trouver des choses qu'on peut trouver, et certains essayent d'être assez exemplaires pour montrer comment est utilisé cet argent. Alors ça, c'est les courbes des intentions de vote en France. Qui font un petit peu, effectivement, qui font un peu peur. La première, évidemment, c'est l'extrême droite qui est en haut. La deuxième, c'est Renaissance. La troisième, en rouge, saumon, PS, Place Publique. Et puis après, un amas plus difficile il faut aller regarder un peu dans le détail. Juste quand on regarde la dynamique dans le temps, les points correspondent à des sondages qui ont été faits. Donc c'est des courbes qui sont tuées en croisant les différents sondages, ça permet de prendre un peu de... Maintenant, c'est des questions, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Parce que c'est des choses qu'on a entendues et qu'on continue d'entendre pendant la campagne. Donc 80% des lois françaises seraient issues de l'Union européenne. C'est complètement faux, c'est l'inverse. La proportion, alors c'est dur à compter, c'est autour de 20% des textes en France qui sont issus de la réglementation européenne. Ça me permet de vous dire, au sein de l'Union européenne, il y a différents types de textes. Les textes qui nécessitent
Une réglementation française, dans les États, c'est ce qu'on appelle les directives. C'est-à-dire c'est un cadre et c'est chaque État qui doit le traduire. Et donc c'est 20% à peu près des volumes de textes qui sont adoptés en France. Alors l'Union européenne fixe-t-elle le prix de l'électricité? Ça c'est récent. Non, c'est plutôt le principe qui est décidé par l'Union européenne. En fait, ce sur quoi intervient l'Union européenne, c'est le principe de libre concurrence entre les fournisseurs d'énergie à l'échelle européenne. La fiscalité de l'énergie, elle est uniquement à l'échelle nationale, et la fixation des tarifs, elle relève uniquement des opérateurs qui eux-mêmes interviennent. Ensuite, on peut avoir certaines mécaniques dans certains pays qui garantissent aux citoyens ou aux entreprises, c'est variable, une tarification encadrée. Et c'est effectivement les principes qui sont posés au sein de l'Union européenne et la limite dans laquelle on peut, à l'échelle nationale, exercer cette régulation, mais en aucun cas les prix qui seraient fixés par Bruxelles. Et c'est des trucs, y compris sur que j'ai entendus sur une radio publique. Ouais. Au niveau du prix de gros, c'est bien, je veux dire, suite à des accords de l'Union européenne, on se trouve avec le principe général de la dernière production de l'électricité. Oui, mais ça on l'a dans plein de domaines en fait, des négociations commerciales qui sont effectuées au niveau européen. Distinguer ça c'est l'Union européenne qui fixe le prix du kilowatt pour le citoyen. C'est quand même c'est un raccourci qui est un petit peu violent. Alors la libre circulation au sein de l'Union européenne, donc le principe permet d'importer du bœuf aux hormones en France. C'est vrai ou c'est faux? C'est complètement faux et ça a été asséné, ça date de 2019, ça a été asséné par plusieurs candidats. Alors on a droit à ça, puis maintenant on a droit au poulet passé à la javel. Des trucs qui sont agités uniquement pour obtenir de l'audience. Des trucs pareils, le pacte de Marrakech qui empêche les Européens de décider qui entre en Europe, donc des questions migratoires. Pareil, c'est un truc qui a été agité, c'est complètement faux. Le pacte de Marrakech, déjà c'est pas l'Union européenne, c'est 159 États à l'échelle mondiale, donc c'est un truc beaucoup plus large, qui n'a rien à voir avec l'Union européenne. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas les parlementaires européens qui vont pouvoir décider de si leur État doit adhérer ou pas à ce pacte. Et c'est un pacte qui est un pacte de coopération, qui est là plutôt pour essayer d'organiser le dialogue entre les États, mais qui n'impose pas de réglementation sur chacun des États qui signent ce pacte. Donc là encore, on prend un truc, on le simplifie au maximum, on essaie de faire peur pour gagner de l'audience. La contribution de la France au budget de l'Union européenne est trop lourde pour le budget français. Je pense que vous avez entendu précédemment. C'est à peu près 1% de notre PIB. Trucs qui sont plus lourds que ça quand même aujourd'hui. Pareil, c'est toujours... alors c'est vrai que on diffuse pas assez ce type d'informations et que ce qui se propage le plus vite, c'est les idées simples plutôt que la réalité des faits. Je vais terminer pour, si vous êtes intéressé, par quelques trucs, si vous avez envie de passer quelques soirées à aller un peu plus loin. Alors des choses très courtes. Il y a un podcast, donc c'est uniquement à écouter, qui est réalisé par le Parlement européen, qui s'appelle Décisive et qui raconte les 24 heures. C'est des exemples très concrets où on retrace les 24 dernières heures d'élaboration d'un texte à l'échelle européenne. Hyper instructif. C'est assez court à écouter, c'est une quinzaine de minutes à chaque fois. C'est vraiment, si vous voulez essayer de comprendre en fait comment ça marche réellement, vous en écoutez un ou deux, vous allez comprendre que ce qu'on diffuse dans l'information générale, ça n'a rien à voir. Si vous voulez aller plus loin, et là c'est un truc qui n'est pas encore diffusé, moi j'ai vu en avant-première. C'est un film qui va passer sur Arte le 30 avril à 22h30, mais que vous pourrez après avoir en rediffusion, qui s'appelle Le compromis dans les coulisses du pouvoir. Et où on suit 3 femmes qui négocient, essayent de faire aboutir une proposition de réglementation pour encadrer la responsabilité sociale des entreprises à l'échelle européenne. Autrement dit, pour éviter que Decathlon aille faire produire ses t-shirts sans en assumer la responsabilité au Pakistan ou je ne sais où. J'ai dit Decathlon, ça pourrait être d'autres, parce que c'est pas les pires. Et c'est hyper intéressant de suivre, parce que du coup, c'est un journaliste qui a produit ce documentaire. Il a réussi à obtenir des autorisations, on voit des séances, y compris de négo à l'intérieur des partis. Et ça dure 1h30. C'est extrêmement touchant de voir les personnes même, de voir comment même les frontières politiques qu'on anime un peu de manière très forte pendant la campagne, au final, quand les gens ils travaillent au Parlement, ils travaillent ensemble, ils ne travaillent pas contre, de voir concrètement comment les choses s'élaborent et jusqu'où chacun va dans cette notion de compromis, en se disant il vaut mieux aboutir à quelque chose plutôt que tendre vers un idéal qu'on n'obtient pas. Franchement, c'est très très différent de ce qu'on vit sur l'élaboration des lois en France. Il y a Manon Aubry qui est notamment très très présente dans ce documentaire.
Mais pas toute seule, pas toute seule. Et on la voit bosser avec la droite conservatrice parce que c'est nécessaire pour faire aboutir le travail. Vous n'avez pas le temps. J'aime beaucoup ce qui est produit sur ce site internet qui s'appelle Toute l'Europe. C'est un média, c'est le seul média français qui est dédié uniquement aux questions européennes. Un vrai média avec des journalistes, cartes de presse, voilà. Et ils produisent un petit podcast de 3 minutes qui est, voilà, c'est des choses très courtes. Pareil, si vous voulez aller un petit peu plus loin, c'est hyper intéressant. Pour les plus curieux, le Conseil économique et social fait une analyse, alors c'est un peu planqué, s'il y a besoin je peux diffuser l'adresse. Il fait une analyse de l'ensemble des votes, de l'ensemble des députés, pays par pays, sur l'ensemble des textes qui sont discutés et ensuite adoptés par l'Union européenne. C'est intéressant parce que là à gauche, on peut juste savoir où on en est, parce que c'est très compliqué de se retrouver dans... Ah, mais il y a un texte européen, en fait, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Des fois, on entend un truc à la radio, puis on ne sait pas vraiment où ça en est. On peut le voir assez simplement. On peut voir comment c'est voté, et puis on peut voir le détail nominatif des différents votes qui ont été réalisés. Ça permet là encore, de temps en temps, alors évidemment, il faut être retraité, avoir son temps pour le faire sur l'ensemble des textes, mais de temps en temps aller regarder ceux qui nous disent à la télé que cette réglementation européenne ils sont contre, regarder comment leur camp a voté à ce moment-là, c'est pas inintéressant. Pour terminer, parce que j'ai fait un peu plus long que ce qui était prévu, pour terminer, ce que je peux vous dire, c'est pour revenir à la question de départ, pourquoi voter au final? Pourquoi voter? Il y a plein de raisons. Il y en a finalement assez peu de mauvaises. Il y a une première raison qui est de veiller à ce que les intérêts français soient représentés au sein de l'Union européenne. Le pire, c'est de dire on n'a pas de prise sur ces institutions, et alors qu'on nous demande notre avis, de ne pas le donner. Il y a évidemment une deuxième question, qui est de se dire que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, la majorité des enjeux nouveaux, enfin on le voit, le Covid, les conflits, l'impérialisme russe qui tape de plus en plus fort, enfin, c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui, État par État, la capacité d'action, elle est relativement faible. Alors la question, c'est de savoir est-ce qu'on va avoir pareil, est-ce qu'on va avoir des prises sur ce qui est fait là-dessus, est-ce qu'on veut choisir le mode d'action et le positionnement de ce continent européen dans ces crises et dans ces conflits qui, à l'échelle mondiale, vont continuer de se multiplier pour quelques années. On n'est pas dans quelque chose qui va s'apaiser. Dans les raisons, il peut y avoir aussi une raison toute simple qui est de dire qu'on peut aussi avoir un avis politique sur ce que devrait être l'Europe, et on peut avoir un avis qui est partisan. C'est quelque chose qui est plutôt sain. Et puis on peut aussi avoir, dans les bonnes raisons, simplement l'idée de veiller à ce que le peuple soit le plus fort dans les institutions européennes. Le Parlement, c'est l'institution qui représente les citoyens, et qui les représente vraiment. Pour le coup, si vous allez regarder les 2-3 ressources que je vous ai données, les gens sont engagés, le font vraiment. Et évidemment, plus on veut que cette instance-là soit forte et nous représente, et plus il faut que le mandat sur lequel il s'appuie soit fort aussi. Voilà, ça fait au moins quelques bonnes raisons. Vous pouvez en trouver plein d'autres au quotidien en regardant ce que fait l'Union européenne sur votre territoire auprès de chez vous. Voilà, je vais terminer pour... Merci beaucoup, c'était très complet. Je vais juste me permettre de donner 2 sources complémentaires si vous êtes intéressés. Le Parlement européen a mis en place une plateforme sur Internet qui s'appelle ensemble.eu. Donc là, vous allez trouver à la fois de l'information, mais aussi les choses qui se passent en région, par exemple. La conférence de ce soir n'y est pas, mais elle aurait pu. Ça peut être d'autres animations, des choses. Il y a du contenu, il y a aussi la possibilité, entre guillemets, de s'engager, c'est-à-dire de devenir un représentant de cette plateforme pour informer autour de soi. Et puis, on a parlé beaucoup aussi des fausses informations. Il y a un site ça a été fait, alors ça c'est la France, parce que tous les pays ne le font pas, qui s'appelle les décodeurs de l'Europe.
à l'instar des décodeurs du monde, que certains d'entre vous sans doute connaissent. Il est totalement consacré à dire le vrai par rapport à, c'est-à-dire l'Union européenne impose la taille des concombres, ben non. Et donc il y a toute la législation simplifiée, on fait pas un cours de droit, mais ça permet vraiment d'aller vérifier les sources et de mettre à mal un certain nombre de choses qui sont très fortement diffusées en ce moment. Voilà, donc juste petit complément.